Bonsoir à tous, on va commencer. Donc, on va continuer notre série sur les étoiles et trous noirs avec les naines blanches et les nébuleuses planétaires. Comme vous voyez dans cette slide d'introduction, ce sont des objets parmi les plus esthétiques du ciel. Vous en avez vu beaucoup. Alors, les grandes lignes de l'exposé, ce sera donc sur les naines blanches. Les naines blanches sont très intéressantes parce que, au moins, la majeure partie des étoiles, peut-être 95% des étoiles, a une masse entre 0,5 et puis 8 masses solaires, donc quelque chose un peu comme le Soleil. Et le destin de ces étoiles sera de devenir une naine blanche à la fin de leur vie, plus ou moins longtemps selon leur masse. Donc on va d'abord s'intéresser aux propriétés générales, donc physique, masse, rayon, température, etc. On va développer pourquoi ces objets qui n'ont plus de source de chaleur par les réactions nucléaires sont tout de même à l'équilibre, grâce à la mécanique quantique, donc la pression de Pauli, on va détailler cela. On verra qu'il y a diverses sortes d'atmosphères. Donc, quand on fait le spectre de ces naines blanches, on a diverses sortes de dA, dB, etc. Et puis, on détaillera un peu le destin, comment elles sont devenues naines blanches, c'est-à-dire après la grande branche asymptotique des géantes, elles ont expulsé leur enveloppe. Vous voyez des schémas d'enveloppe de gaz qui est éjectée, et c'est le noyau qui va devenir naine blanche. On va voir que ces nébuleuses planétaires sont des traceurs de potentiel très intéressants. Donc, la propriété des naines blanches, ce sont le destin des étoiles de faible masse, inférieures à 8 masses solaires. Alors, leur température, vu que la gravité n'est pas suffisante, leur température est aussi insuffisante pour brûler des éléments plus lourds que le carbone. Vous savez que sur la séquence principale, les étoiles brûlent l'hydrogène pour devenir hélium, c'est là qu'elles ont toute leur énergie. Et le Soleil, par exemple, reste 10 milliards d'années sur la séquence principale. Et ensuite, lorsque le combustible se fait rare, il n'y a plus d'hydrogène, il y a un cœur d'hélium, et puis l'hydrogène va brûler en couches. Et puis, peu à peu, elle va s'éloigner vers les géantes, il va y avoir un flash d'hélium, etc. Donc là, on voit qu'on peut brûler au plus le carbone à l'intérieur. La naine blanche, c'est ce qui reste lorsque l'enveloppe a été éjectée. Donc il peut rester quelque chose qui a comme masse, vous voyez le nombre de naines blanches en fonction de la masse. Le pic est à 0,6 masse solaire. Donc c'est le noyau qui reste après que la masse de l'étoile, qui pouvait faire de 1 à 8, elle a éjecté tout le reste et il ne reste plus que 0,6. Alors vous voyez quand même qu'il y a une queue qui peut aller jusqu'à 1,2. Ça va s'arrêter là puisque la masse maximum est de 1,4 masse solaire. C'est la limite de Chandrasekhar. Au-delà, la pression de Pauli, on va le voir, n'est pas suffisante avec les électrons dégénérés et on va avoir une étoile à neutrons, quelque chose d'encore plus compact. Donc là, on voit que ça s'arrête, il y a une limite à cette masse-là. Alors les températures de surface, elles sont entre 10 000 et 150 000 degrés Kelvin. Pourquoi ces grandes gammes? Parce qu'elles commencent très chaudes lorsqu'elles viennent de la branche horizontale, et puis elles vont se refroidir. Elles mettent un certain temps à se refroidir. En fait, elles vont devenir naines noires, évidemment, parce qu'au début elles sont blanches, elles rayonnent quand même pas mal, et puis elles vont devenir naines noires, mais ces naines noires, on n'en voit pratiquement pas. Pourquoi? Parce que le temps de refroidissement, c'est très grand, de puissance 10 milliards d'années, et donc, vu l'âge de l'univers, vu qu'elles n'ont pas devenu naines blanches que récemment, quelques milliards d'années seulement, vu que le Soleil a déjà 10 milliards d'années de vie, donc il ne deviendra naine blanche que dans un certain temps. Et donc, on n'a pratiquement pas de naines noires. Ce sera dans plusieurs milliards d'années qu'on pourra les voir. Alors, elles ont aussi un champ magnétique. Alors, évidemment, comme elles sont très compactes, elles ont concentré la matière, on a plus ou moins une conservation de flux, donc on a un champ magnétique qui devient beaucoup plus grand. On avait vu que pour les pulsars, c'était encore plus. Ici, c'est entre 1 kg et 1 milliard de Gauss. Et puis, il y en a très peu qui sont très, très magnétiques. Alors, on appellera ces magnétiques white dwarf. En anglais, c'est white dwarf pour naine blanche. Et donc, ces MWD, il y en a à peu près 2%, celles qui sont des milliards de Gauss. On verra pourquoi. Donc ici, la naine blanche donc, est soutenue par sa pression. On peut déjà dire que la densité moyenne, c'est 1 tonne par centimètre cube. Vous voyez, ça vous donne une idée de l'énorme compactification que l'on a eue. Alors, pour donner une petite idée, quel est le rayon
de ces naines blanches. Par exemple, vous avez une naine blanche bien connue qui est le compagnon de Sirius A. Alors vous avez ici une image en infrarouge. L'étoile normale, qui est assez grosse, c'est Sirius A. Elle fait 2 masses solaires. C'est une étoile à zéro qui a un rayon d'1 million de kilomètres. Mais ici, vous avez un coronagraphe qui a caché un peu l'étoile pour qu'on puisse voir le compagnon. Vous voyez, le compagnon est tout petit en infrarouge. C'est un tout petit. Il ne rayonne pas beaucoup en infrarouge parce que la température est très élevée. Par contre, si vous regardez ce compagnon en rayons X, comme la température est très élevée, c'est le compagnon qui va rayonner le plus, alors que l'étoile normale, qui a une température de 5000, 6000 degrés K, ne va pas rayonner beaucoup en rayons X. Donc vous voyez qu'on voit plus Sirius B, le compagnon, en rayons X que la principale. Alors tout ça, c'est pour vous donner une petite idée de ce rayon. Ce rayon est à peu près le rayon de la Terre, qui est 6800 km. Ici, on a 5800, un peu plus petit. En général, ici, c'est plutôt une très massive, une masse solaire. En moyenne, pour le 0,6 qu'on a vu tout à l'heure, le pic d'abondance, c'est plutôt 10 000 km de rayon. Alors pourquoi ici, celle-ci est plus petite? Ça peut paraître paradoxal, c'est-à-dire plus la masse de la naine blanche est grande, plus elle est massive, et plus le rayon est petit. Ça veut dire qu'elle s'est compactifiée beaucoup plus grâce à sa masse. C'est un peu contraire parce que pour des planètes, etc., avec une densité constante, on a plutôt la masse qui varie comme le rayon au cube. Ici, c'est plutôt le contraire. Plus vous êtes massif, plus le rayon petit. On va voir pourquoi d'ailleurs tout à l'heure. Donc ici, on peut avoir une fonction de luminosité des naines blanches. À la fois, donc ici, vous avez une luminosité. Attention, elle croît dans ce sens. C'est toujours magnitude ici ou luminosité ici. Donc les plus lumineuses sont là, et ça, c'est le nombre par unité de volume et de luminosité. Donc les données observées, ce sont les points, les barres, avec des barres d'erreur ici, des symboles. Et puis les courbes, ce sont des modèles. Alors comment fait-on les modèles? Eh bien, on suppose par exemple que pendant un certain temps dans la Voie lactée, puisque tout ça vient de la Voie lactée en général, il y a un taux de formation d'étoiles constant, un SFR constant, avec une fonction initiale de masse donnée, salpêteur par exemple, et puis de la masse initiale de l'étoile, on a une certaine masse de la naine blanche qui est connue par les modèles, bon, ceci, et puis la durée de vie sur la séquence principale qui décroît lorsque la masse est très grande. On sait que les étoiles A, O, B ont une durée de vie beaucoup plus petite, elles sont plus massives, mais leur température interne est tellement grande que les réactions nucléaires se produisent beaucoup plus vite, alors que, par exemple, pour le Soleil, on aura 10 milliards d'années. Donc tout ça est pris en compte, et à ce moment-là, on a des modèles où on reproduit bien les observations, et puis ici, on a plusieurs courbes selon l'âge. Alors évidemment, ici, on est dans le régime de naine noire, c'est-à-dire où la naine n'a plus de luminosité parce qu'elle s'est très très refroidie. Et vous voyez que jusqu'à 14 milliards d'années, on n'en a pas. On a les données qui sont plutôt ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas de naine noire, justement par la raison que je vous disais tout à l'heure. Ces naines blanches sont nées il y a quelques milliards d'années seulement, et on n'a pas suffisamment d'âge dans l'univers pour atteindre ces âges-là. Donc c'est plutôt 8 milliards d'années les dernières naines noires, plus ou moins noires. Alors, quel est justement l'équilibre de ces naines blanches? On a vu que c'était un phénomène quantique qui expliquait cette pression de Pauli. Alors, on peut prendre par exemple la relation d'incertitude que l'on a, la relation d'Heisenberg en mécanique quantique, qui nous dit que l'exploration de position, enfin l'erreur sur la position ou l'incertitude, plutôt que l'erreur sur la position et l'incertitude sur l'impulsion, P égale mv dans le classique. Ici, c'est la vitesse et la position ne peuvent pas être connues, sont incertaines, et le produit des deux est supérieur à la constante de Planck. Donc ça veut dire que si vous compactifiez en position, et là on a vu que c'était très très compact, toutes les fermions, alors ce sont des fermions ici, les électrons, les protons, à ce moment-là on peut avoir des vitesses qui sont très très grandes, donc ça va être des vitesses très dispersées. Donc quand on regarde ce principe de Pauli, parce que ce sont des spins ennemis, donc des fermions, on voit que le nombre, c'est la relation de Fermi-Dirac ici que l'on a, le nombre d'électrons dans un niveau donné, et vous voyez en fonction de l'énergie ou la température, kT ici, qui n'a pas du tout la forme de la relation de Boltzmann.
on l'a pour des grandes énergies ici, on a plutôt E de moins énergie sur kT par exemple. Et tout ça provient du fait qu'on ne peut pas avoir deux électrons, deux fermions dans le même état. On peut avoir un spin-up, spin-down, mais ensuite c'est tout dans une case donnée. Donc c'est impossible de les comprimer plus puisqu'on ne peut pas avoir, il y a ce principe quantique. Donc on peut se représenter, si vous voulez, cet état dégénéré comme un cœur de noyaux qui sont tous positifs avec un nuage, un gaz d'électrons dégénérés qui finalement compense la charge des noyaux ensemble. Alors évidemment, la vitesse est de plus en plus grande avec la masse, puisque ça va être de plus en plus compact, et on va atteindre à un moment donné la vitesse c qui va être indépassable, et c'est là qu'on va obtenir la masse de 1,4 masse solaire, qui est la masse de Chandrasekhar. Donc on peut avoir une petite idée en essayant les ordres de grandeur ici. On a par exemple l'énergie gravitationnelle pour une masse m de la naine blanche et un rayon R, qui va être Gm sur R, G étant la constante de gravitation par unité de masse. L'énergie cinétique, si on raisonne déjà en classique, qui va être V2 sur M, enfin V2 ou P2 sur M. Et puis, vous développez l'équilibre, enfin, d'abord la relation d'Heisenberg, quantique, et vous écrivez que l'équation, enfin, le milieu est à l'équilibre, donc l'énergie gravitationnelle égale l'énergie cinétique. Et donc, tout cela vous donne un rayon qui varie comme la masse à la puissance 1 tiers, enfin l'inverse de la masse à la puissance 1 tiers. Donc plus la masse est grande et plus le rayon est petit. C'est de là que vient la relation quantique qu'on a écrite qui revient cette relation, donc on a vu tout à l'heure. Alors ça veut dire que R au cube est en 1 sur M, hein, c'est la même chose, ou bien comme M est en 1 sur R3, ça fait que la densité M sur R3 va être en M au carré. Alors tout ça nous explique pourquoi plus la masse de la naine blanche est massive, plus son rayon est petit. Déjà, c'était le paradoxe de tout à l'heure que l'on a expliqué en faisant intervenir la relation quantique. Et puis, bon, alors ça c'est pour un gaz non relativiste. Si vous exprimez tout cela en relativiste, vous allez voir qu'à un moment donné, le rayon va tendre vers zéro. C'est lorsque la vitesse des particules va tendre vers C. Et là, on a une limite infranchissable qui est de 1,4 masse solaire, qui est la masse de Chandrasekhar, au-delà de laquelle vous avez uniquement la solution de contracter encore plus et d'avoir les protons et les électrons qui se combinent en neutrons et avoir juste un gaz dégénéré de neutrons. Le même principe de Pauli, mais cette fois-ci, ce sera des fermions, ce seront des neutrons. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu pourquoi ils sont à l'équilibre, on va regarder du côté observationnel. Qu'est-ce qu'on observe? En général, quand on observe une naine blanche, on observe surtout le spectre. Donc, ce qui va nous apparaître, c'est surtout la surface. Donc, on a distingué en fait deux genres de naines blanches. Une naine blanche D pour dwarf et puis A. Alors, A, c'est la principale catégorie, c'est-à-dire où l'enveloppe est encore de l'hydrogène pur. Donc, ce qu'on voit, c'est des raies d'hydrogène. Lorsqu'on voit des tas de raies d'hydrogène, on la catégorie DA. Alors, vous voyez un peu le profil que les modèles donnent, puisque évidemment au centre on ne peut pas le voir, mais on s'imagine qu'il y a donc une petite couche d'hydrogène, mais alors vraiment à 500 mètres, sachant que le rayon fait 10 000 km qu'on a vu, donc c'est vraiment très petit. Puis on a une température efficace de 27 000 K, la moyenne, et puis on a un mélange avec de l'hélium, mais H quand même est majoritaire sur 50 km, puis après l'hélium devient majoritaire sur 50 km. Et vous commencez à avoir un noyau où, au cours de sa vie, l'étoile, lorsqu'elle a transité par les géantes, etc., a brûlé un peu d'hélium et eu un noyau d'oxygène, essentiellement, carbone, et puis, pour les très très massives, peut-être le néon. Alors ça, ce sont les DA les plus abondantes, donc enveloppe de hydrogène. Alors, il y en a d'autres qui sont moins abondantes, mais qui s'appellent dB, où il y a l'hélium domine en surface. Donc, ce qu'on voit, c'est surtout les raies d'hélium. Donc, soit on voit les raies de H, soit on voit les raies d'hélium qui dominent. À ce moment-là, on les appelle dB. Alors, on ne sait pas trop, il y a plusieurs moyens de les obtenir. Soit il y a eu des mélanges entre les couches pour que l'hélium arrive au début, ou soit elles ont été formées directement lorsqu'elles étaient sur la branche horizontale. Elles ont
disons, éjecter leur couche d'hydrogène. Et ça, on ne sait pas exactement. Il y a plusieurs façons d'obtenir des dB. Alors les dB, le spectre qui domine, c'est l'hélium neutre. Par contre, lorsque c'est l'hélium ionisé qui domine, c'est beaucoup plus chaud. On les appelle DO. Donc c'est He2 qui est le premier ionisation de l'hélium, un He+, pour des températures qui peuvent être jusqu'à 200 000 K. Donc à ce moment-là, l'hélium est ionisé en surface. Et puis, s'il y a eu des métaux qui seront un petit peu par convection venus à la surface, on peut les appeler DQ, ça c'est assez rare. Donc en gros, on peut s'imaginer cette évolution naturelle. Donc une étoile arrive dans la branche des naines relativement chaude, 150 000, et puis progressivement, elle se refroidit pour ensuite aller dans les DA qui sont de 20 000, 30 000, 40 000. Alors tout cela, on les observe, on les a mesurés, la température surface, etc. Tout ça, c'est réalisé, c'est la principale classe. Et puis il y en a une autre classe donc, où l'hélium domine. On pense qu'il y a une étoile type qui s'appelle PG 1159. Maintenant, on a universalisé ce nom. Elle a été découverte en 1986. Elle a une température assez forte, mais en tant qu'étoile, pas encore en tant que naine blanche, elle a éjecté son enveloppe d'hydrogène. Donc elle est déjà en surface dominée par l'hélium. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle devient naine blanche, eh bien, elle devient d'abord DO parce qu'elle est très chaude et ensuite DB. On n'a pas observé cette température-là pour cette classe-là. On pense que peut-être elles ont été mélangées et devenues, par exemple, des Q avec des éléments plus lourds. Donc voici ce qu'on voit. Alors ici, on ne sait pas trop si, par exemple, on sait que la moitié des étoiles est binaire, donc il peut y avoir des fusions d'étoiles binaires, peut-être de fusions de naines blanches. Et donc c'est une façon aussi de mixer un petit peu les enveloppes et d'avoir de l'hydrogène ou des métaux. Alors il y a aussi le phénomène, ce qu'on appelle Dredgev, c'est une convection où les éléments lourds remontent à la surface. On va détailler un petit peu ces comportements. On appelle ça pulse thermique dans la branche asymptotique des géantes, qui était juste une étape intérieure à cette naine blanche. Ce qui se fait par TP, ça veut dire thermal pulses. Et vous voyez qu'en fonction du temps, ici c'est en millions d'années, on a en luminosité, on a des pulses successifs, en température aussi, progressivement, à mesure qu'elle subit ces pulses, le carbone augmente par rapport à l'oxygène et on a des étoiles carbonées. Bon, la convection qui apporte les éléments ici, c'est très court, ça peut faire quelques centaines d'années. Ici, on a 100 000 ans entre les deux et on a quelque chose de très court. Alors, pendant ce pulse, il y a de la perte de masse qui peut être de 10,4 à 10,8 masses solaires par an. Et dans quelques cas, peut-être 20 à 25%, l'étoile se rallume, c'est-à-dire qu'elle rebrûle l'hélium, et ce qu'on appelle une renaissance, c'est ce qui est ici. Il n'y en a pas beaucoup qui sont observés actuellement dans cette étape. Il y en a deux. Il y en a au moins un qui s'appelle l'objet de Sakurai, où on l'a vu se réveiller. Donc jusque-là, elle ne brûlait plus, il n'y avait plus de réaction nucléaire, mais tout d'un coup, elle se remet à brûler. Elle éjecte une enveloppe, ici vous le voyez en rouge, et puis à l'intérieur, vous avez cette naine blanche ici, et à l'intérieur, vous voyez quelque chose d'assez petit, 0,5 arcsecondes, un jet, elle éjecte d'un côté, nord-est ici, sud-ouest là. Vous voyez ici les dates, c'est 2010, 2013, 2018, 2019, donc ça fait des échelles assez courtes pour une étoile. Et on pense que l'étoile rebrûle un petit peu parce que, évidemment, il y a l'hélium en couche et s'il y a un mixage, en fait, on a encore du combustible, alors que dans le cœur, on n'en a plus du tout. Donc ça permet de prolonger la vie de l'étoile. Ici, là, ça correspond dans le diagramme HR où il y a la température ici, ou la couleur, si vous voulez, et la luminosité. Vous voyez qu'on a la séquence principale ici pour un amas globulaire. Donc toutes les étoiles ont le même âge, donc elles sortent de la séquence principale au même tournant ici. Puis il y en a certaines qui ont sur la branche des géantes rouges, et puis des AGB. Et enfin, on a cette branche horizontale avec aussi pas mal d'étoiles qui sont très variables, qu'on appelle les RR Lyrae, qui aussi sont instables et brûlent
l'hélium ou alternativement. Donc récemment, cet objet de Sakurai, qui est observé depuis un certain temps, avec le télescope ALMA, un télescope radio qui est un interféromètre de 60 antennes au Chili, permet de détecter avec une très grande résolution, 0,1 arc-seconde ici, où ça correspond à 200 AU, donc on est très près de l'étoile, et on a pu voir avec la poussière, en fait c'est la poussière qui est chauffée, un disque. Donc il y a un disque d'accrétion autour de cette étoile, et puis une éjection dans ce sens-là, qu'on avait vu aussi en optique. Donc cet objet de Sakurai a été suivi au moins pendant 30 ans. Voici un petit peu la raie. Il y a aussi des raies, pas seulement le continuum, mais des raies de CO, la molécule CO qui est observée ici. Et on le voit, la raie permet d'avoir par effet Doppler la cinématique. On voit qu'il y a du gaz qui s'éloigne, qui est rouge, redshifté, et puis du gaz bleu. Donc ici un modèle des observations avec un disque autour de l'étoile et puis un flot bipolaire qui s'éloigne de l'étoile avec une grande vitesse, 1000 km par seconde. Donc certainement, il y a une binaire qui doit être tournée dans le disque ici et donner, apporter du combustible à la principale objet compact. Alors il y a quand même beaucoup de questions qui sont sans réponse dans la physique de ces naines blanches. Il y a parfois des convections, parfois des épisodes paires de masse, comme on a vu, de l'accrétion. On a aussi de ce qu'on appelle lévitation radiative, car il y a certains éléments, CNO, que l'on voit jamais, en général ils sont toujours dans le cœur, et ils peuvent, par pression de radiation, la pression de radiation peut compenser la gravité, et cette pression de radiation, ils absorbent dans leur raie. Donc ce sont des éléments qui ont des raies, qui sont poussés par cette pression, et qui peuvent léviter un petit peu dans l'atmosphère. Donc ça permet de les voir, et c'est pourquoi peut-être on a pas seulement convection, mais c'est ce phénomène qui permet de nous apporter sur la surface des éléments un peu plus lourds. Lorsqu'on regarde ces zones d'instabilité dans le diagramme HR, vous avez toujours la température et la luminosité ici pour, par exemple, des étoiles de 3,5 masses solaires. Vous voyez un petit peu la séquence principale, comment on quitte la séquence ici quand on va vers les AGB. Et on voit ces pulses thermiques où la température et la luminosité varient beaucoup. Donc on voit ces variations ici. Donc ce n'est pas linéaire, ce n'est pas comme un long fleuve tranquille dans l'évolution. On a des sursauts et des variabilités. Et puis on a cette fameuse étoile qui commence à être un prototype maintenant, PG 1159, qui a, tout au long de cette phase de nébuleuse planétaire, peut-être éjecté toute son atmosphère d'hydrogène et qui maintenant n'a plus qu'une surface d'hélium. Et on a toutes ces naines blanches, alors les plus chaudes ici, DO, et puis ensuite DB, puis DA. On ajoute V parce qu'elles sont pulsantes, variables, et on le voit, selon la température, elle arrive à, disons, explorer toute cette région-là. Alors, ça nous permet ainsi d'interpréter la fameuse bifurcation de Gaïa. On en avait parlé dans des exposés précédents. Avec Gaïa, pour la première fois, on a pu, dans cet diagramme HR, décomposer les naines blanches en deux sortes, en fait, une bifurcation. Et on peut interpréter maintenant ces deux par justement les DA, où il y a une surface de H pure. Et puis ici, la deuxième branche, c'est plutôt celles qui ont de l'hélium et peut-être aussi celles qui ont des métaux, les DQ, donc DB et DQ, sont la deuxième partie de cette bifurcation. On voit que, en général, les DA purs sont plutôt de faible masse et les autres qui ne sont pas DA plutôt de plus forte masse. Dans cette courbe qu'on a montrée au début, le nombre de naines blanches en fonction de la masse qui pique à 0,6. Et donc on a un petit peu cette évolution, on arrive à interpréter cela. Par exemple, avec des modèles où on voit le pur H, c'est le noir, donc la première série de la bifurcation, et puis la deuxième est un peu plus complexe parce qu'il y a à la fois l'hélium et puis tous ceux qui ont un petit peu d'éléments plus lourds dans leur atmosphère. Donc sans doute avec convection et qui ont apporté les éléments lourds sur la surface.
Alors, il y a un autre phénomène qui est la cristallisation. Alors, pourquoi? On pense qu'au départ, l'effet de naine blanche qui est soutenue par la pression de Pauli est plutôt liquide, et puis peu à peu, elle se concentre, puisqu'elle rayonne, et puis elle a de moins en moins de rayonnement. Elle se concentre, et donc elle va devenir solide. Alors vous allez me dire, bon, comme c'est du carbone, on dit que du solide, ça va devenir un diamant, mais attention, c'est une tonne par centimètre cube. Rien à voir avec le diamant que l'on connaît sur Terre, qui fait 3,5 grammes par centimètre cube. Enfin, on l'appelle diamant. Vous voyez cette image d'artiste qui imagine le carbone solide. Mais le point intéressant pour la physique des naines blanches, c'est que cette solidification, cette cristallisation libère une chaleur latente. C'est un changement de phase, après tout. Ça libère cette chaleur et ça permet de repousser d'encore d'1 milliard d'années la durée de vie de la naine blanche qui devient de moins en moins noire. Enfin, de moins, il faut attendre encore plus longtemps pour voir des naines noires. Alors, cette cristallisation, elle est modélisée ici. Vous voyez, toujours dans le diagramme Hacher, nous avons des isochrones qui sont les courbes roses. Et puis, elles sont tellement serrées que vous voyez un continuum ici. Mais ce qu'on voit ici, c'est la limite de la solidification. Donc, les points orange, c'est la transition de phase. Les points bleus, le 80% de solide. Et puis, finalement, on arrive à quelque chose où le solide devient complètement quantique. Et on peut, par ces modèles-là, savoir à quel pourcentage de solide et de liquide on a. Par exemple, ici, 20%, 80%. Et donc, on peut compter le nombre d'étoiles que vous avez. Donc, on sait au bout de combien de temps cette cristallisation est faite. Et donc, on peut remonter dans le temps et peut-être calculer le nombre d'étoiles que vous attendez à ce stade-là. Ça nous permet de faire un petit peu de l'archéologie galactique, puisque vous avez le nombre d'étoiles, et puis, par exemple, avec H en orange, avec HE ici, et vous comparez avec un modèle de taux de formation d'étoiles dans la Voie lactée. Alors, un taux de formation d'étoiles vous dit qu'en fonction de la masse, on va pouvoir avoir des naines blanches après 10 milliards d'années, ou tant de naines blanches après 6 milliards, etc. Et donc, vous voyez qu'on peut remonter le temps à partir des naines blanches qu'on voit aujourd'hui qui se solidifient. Donc, plus solidifié, ça veut dire encore plus âgé pour une masse donnée. Et donc, on arrive à remonter et à expliquer un petit peu le taux de formation d'étoiles en fonction du temps. Donc ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, on sait que la plupart des étoiles dans la Voie lactée, dans toutes les autres galaxies, ont beaucoup de planètes. Alors vous allez me dire, lorsque l'étoile en fin de vie devient naine blanche, que vont devenir ces planètes? Eh bien, il semble que dans certains cas, on ait détecté soit de la poussière, soit des petits morceaux de planètes. En tout cas, le système solaire, par exemple, devrait subsister lorsque le Soleil sera devenu naine blanche. Donc on s'attend à trouver des petits corps. Et c'est ce qu'on a vu dans cet exemple. C'est assez rare parce que tout de même, il faut une géométrie. Le plan des planètes est quand même incliné et assez fin, donc il faut une certaine géométrie, etc. Mais vous voyez une image d'artiste ici avec une naine blanche et peut-être des planètes qui restent. Et puis des disques de débris, puisque dans notre système, on a un certain nombre de débris, de poussière, de lumière zodiacale, qui est la poussière qui rayonne. Et ici, on a vu des variabilités, un petit peu comme des raies de calcium qui varient, avec une période de 123 minutes. Et on pense qu'il s'agit comme des émissions de transit de planétésimes ou bien de planètes qui sont dans le disque autour de la naine blanche. Donc ici, c'est un modèle où l'on voit ces petits corps. Alors, il y a en effet certains spectres de naines blanches qui ont des métaux. Alors, il y a d'abord de l'hydrogène. Ici, vous voyez un spectre où on voit la raie de Lyman alpha, ici la principale d'hydrogène. Mais à côté, vous avez tout un spectre où, si on fait un zoom sur cette partie-là, vous voyez un grand nombre de signatures de tous ces métaux. On a du fer, du silicium, etc. Donc, d'où viennent? Alors, ils peuvent venir de la surface où les métaux ont remonté en surface par ces effets de convection, de dredge-up dont on parlait. Ils peuvent aussi être dus à tous les planètes et petits débris qui existaient dans le système. Donc cette vue d'Ortiz vous montre un petit peu ce qu'on peut imaginer. Là, ça a été observé, tous ces spectres, avec des températures qui peuvent aller tout le domaine de température de
des naines blanches, donc avec des éléments lourds qui peuvent être soulevés par lévitation radiative dont on a parlé. Alors, il peut y avoir aussi fusion de naines blanches, et ça nous permet d'expliquer encore mieux pourquoi les éléments sont mélangés et remontent sur la surface. Ici, on a des modèles d'intérieur de naines blanches, où on a surtout l'hydrogène au bord et puis multiplié par 100 un peu d'hélium, ici. Alors, il y a soit du néon pour les plus massifs, soit il n'y en a pas. Et puis, par convection, alors toutes les zones qui sont assurées sont des convections, donc on permet de faire arriver en surface beaucoup plus d'éléments lourds. Donc, par exemple, pour cette naine blanche en précis, on a observé ce genre de choses. Alors maintenant, il y a aussi d'autres objets dont on a détecté un grand nombre avec Gaïa, heureusement. Ici, vous avez un diagramme HR de Gaïa avec la séquence principale. Et vous voyez que si on fait un zoom sur cette partie, on a des objets dans cette zone qui sont ce qu'on appelle des sous-naines. Alors, sous-naines, en anglais, ce serait subdwarf, donc le nom SD vient de là. Ce sont des sous-naines qui sont de type OEB, c'est-à-dire que la température est très élevée. Sur la séquence principale, par exemple, vous avez les étoiles OB sont ici, le Soleil est ici, il est assez peu, la température est assez faible, mais les étoiles OB ont une température de 10 000. Donc ici, on est dans cette température-là et on a des naines. Donc toutes ces naines ont pu être bien identifiées parce que Gaïa a une astrométrie qui est vraiment exceptionnelle. Donc on a la distance très précisément, on a les mouvements propres bien entendu, mais on a beaucoup de renseignements très précis. On s'est aperçu qu'il y avait peut-être des naines blanches qui étaient mal classées par ici, mais on a des sous-naines dans cette zone qui pourraient, après évolution, redevenir aussi dans la naine blanche, dans cette séquence de naines blanches ici. Alors là, il y a des tas de phénomènes variables qui ne sont pas tous expliqués. Alors ces naines SD, O et B, qui ont par exemple 100% d'hélium dans l'atmosphère ou bien avec un cœur de C et de O, elles ont des vibrations astérosismologiques dont on a parlé la semaine dernière, qui peuvent être de 10 minutes, donc qui nous renseignent un petit peu sur le cœur. Et puis, on a aussi ces phénomènes qui ont été observés par l'expérience Hogley. L'expérience Hogley, qu'est-ce que c'était? C'était pour détecter des micro-lentilles. Donc, on observait le bulbe et on regardait les variations dues à la phénomène de lentilles gravitationnelles. Mais entre-temps, on a observé des tas de variables, évidemment. Donc, on a observé ce phénomène qu'on appelle BELAP, qui veut dire que ce sont des pulsations de très grande amplitude d'étoiles bleues. C'est le sigle qui est employé ici. Vous voyez qu'il y a une période de 28 minutes, 23 minutes, 28 minutes. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça a été découvert relativement récemment. Peut-être est-ce dû à des opacités du fer qui varient. Et donc, ça fait pulser l'étoile. Et tout ça, il y a encore un certain nombre de mystères. Pour un domaine d'étoiles qui est connu depuis des dizaines d'années, ça veut dire qu'il est encore très jeune. Ici, vous voyez la zone dans laquelle vous avez des tas de variables dans le diagramme HR. Ici, c'est la séquence principale. Et en couleur, j'ai mis ici les céphéides qui sont bien connus, ça c'est normal, les RR Lyrae. Et par contre, vous avez toutes ces variations de sous-naines, O et B, de ce phénomène. Or, BELAP, c'est quand même des choses beaucoup moins abondantes que tout le reste. Ça, c'est beaucoup plus abondant. Et BELAP, qu'on ne sait pas vraiment expliquer. Dans l'astérosismologie, on a des modes de pression ou de gravité. Et lorsque vous avez assuré ici, c'est un mode de pression, et ici un mode de gravité. Donc ça vous donne un petit peu plus d'un renseignement sur la physique de l'objet. Mais vous voyez qu'il y a encore énormément de choses à apprendre sur la physique de ces objets. Alors ici, on a par exemple justement le télescope Zwicky qui maintenant se concentre sur les objets variables. On est en train de construire le télescope Vera Rubin qui fera 8 mètres de diamètre au Chili, qui est américain, et les Français participent à ce télescope aussi, et qui est en commissioning, qui va bientôt, peut-être dans un an ou deux, fonctionner complètement. Et ce télescope est vraiment focalisé sur les objets variables. Donc dans une nuit, vous observez plusieurs fois
avec des fréquences de 30 secondes, 1 minute, 10 minutes. Et en 3 jours, vous avez regardé tout le ciel. Donc, vous recommencez tous les 3 jours à regarder tout le ciel. Donc, vous voyez que vous aurez toutes les périodes de variation possibles. Et ça n'avait jamais été fait. Et on va découvrir des millions d'objets variables. Donc, cette science-là va progresser énormément dans les prochaines années. Donc là, pas mal d'objets variables qui sont assez réguliers. Alors, ces modes de pulsation, je peux juste en dire quelques mots. Ici, on a par exemple une cavité acoustique qui a été proposée pour les sous-naines de type OEB, qui est un petit peu en dessous du rayon. Et puis, il y a aussi, évidemment, quelque chose de plus ancien qui est connu depuis très longtemps, les novées qui sont récurrentes. Alors, novées, qu'est-ce que c'est? C'est une explosion, en quelque sorte, qui est due à l'accrétion de gaz par une naine blanche. Donc ici, vous avez une naine blanche, vous avez une étoile ordinaire qui est compagnon et qui remplit le lobe de Roche. Donc on peut, par ici, penser qu'il y a l'accrétion de masse à partir du compagnon, qui arrive à un certain moment angulaire. On voit que ça peut augmenter la rotation de la naine blanche. On va voir tout à l'heure comment elle tourne. Et puis, on voit que si la quantité accrétée est assez faible, ça ne détruit pas complètement. Donc on peut avoir une explosion de réaction nucléaire sur la surface de la naine blanche, mais ici, vous voyez cet objet-là. En 1933, il y a eu une novée, en 1958, 67, 85, etc. Donc ce n'est pas périodique, évidemment, ça dépend de l'accrétion, mais ça ne détruit pas l'objet, donc vous avez quelque chose qui peut être récurrent, une explosion récurrente. On observe évidemment toute la gamme de rayons UV, X, etc., qui est représentée dans cette diapo ici. Donc vous voyez ici, on a représenté un modèle où le gaz arrive, déclenche la réaction nucléaire, donc on a ce qu'on appelle une thermonucléaire éjection ici. Puis ici, on représente l'étoile ordinaire avec la naine blanche qui tourne. Il va y avoir une éjection de gaz qui peu à peu s'agrandit, et donc vous avez progressivement, alors ici vous avez évidemment des rayons X, des rayons gamma, et puis lorsque le flot rencontre le milieu environnant, vous avez des ondes de choc qui sont vues en rayons X, mais aussi en radio, parce que vous avez des électrons accélérés par ces chocs qui vont rayonner en synchrotron, et donc vous avez jusqu'à des mois et des années, vous avez un rayonnement radio qui est détecté. Donc tout ça est observé, et ça permet d'avoir un petit peu la physique de l'objet et comment l'étoile se développe. Ici, Chomyuk et al. Ont fait un diagramme qui permet de voir, en fonction de la masse de la naine blanche et puis du taux d'accrétion, combien de gaz elle accrète de son compagnon, la récurrence, on peut prédire un peu à quel taux va être la récurrence, c'est-à-dire si vous avez une grande masse et beaucoup d'accrétion, évidemment, vous pouvez avoir plusieurs explosions de nova tous les 10 ans, tous les 100 ans, 1000 ans, etc., jusqu'à 1 million d'années, 10 millions d'années, selon le taux d'accrétion. Donc ça, ce modèle, on peut avoir par an dans la Voie lactée peut-être 20 ou 30 explosions de nova. Donc ça permet de faire cette étude-là. Alors, par exemple, voici une de ces novas, mars 2005, décembre, octobre, et vous voyez un petit peu que l'objet change dans son flot bipolaire. Et puis en radio, on a le flux radio qui varie énormément. On a des éjectats qui sont mesurés par effet Doppler à 10 000 km par seconde. Donc c'est une explosion qui est relativement puissante. Alors, il y a une autre variation en dessous des novas, 10 fois inférieure en énergie, ce qu'on appelle variable cataclysmique. Alors cataclysmique, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque le système n'est pas détruit complètement, mais c'est toujours le même principe. Mais vous voyez que pour des certaines binaires assez serrées, où la période est 51 minutes, on a des courbes de variation de luminosité qui peuvent être de 18 minutes. Et si jamais la création de matière, à un moment donné, amène à faire que la naine blanche a une masse supérieure à la limite de Chandrasekhar, à ce moment-là, c'est l'explosion de supernovae qui va se terminer en étoile à neutrons. Donc, la fin pourrait être très explosive. Alors, toutes ces naines blanches pulsantes, vous voyez qu'il y en a tout un zoo. On ne va pas entrer dans le détail,
mais dans le diagramme de la chair, vous en avez des extrêmement de faible masse ici, vous en avez des chaudes, des froides, etc. C'est un zoo qui nous permet quand même de mieux comprendre la vie de ces objets. Alors on va s'intéresser maintenant au champ magnétique. Le champ magnétique est assez fort. On a vu qu'il y avait des naines blanches qu'on appelle magnétiques et il y en avait quelques pourcents qui avaient des milliards de Gauss. Et ici, on voit un diagramme où le champ magnétique est en fonction de la température de surface. Ça n'a pas l'air du tout d'être lié. Ça n'a pas l'air d'être relié tellement à la masse non plus. Et il s'avère que le temps de décroissance du champ magnétique est très très long, 10 puissance 11. Normalement, les naines magnétiques ont une rotation sur elles-mêmes lente, on a pu les mesurer à 100 ans, alors que les naines blanches non magnétiques avaient quelques jours de période de rotation. Donc on en déduit que peut-être le champ B freine les noyaux, c'est possible. Et puis on s'aperçoit aussi que les magnétiques sont plus massives. Alors on va voir pourquoi, parce que certainement, lorsqu'il y a un grand champ magnétique, peut-être il y a aussi, au début en tout cas, de la rotation, lorsque le champ magnétique n'a pas complètement freiné. Alors ici on a la statistique, le nombre de naines blanches en fonction du champ B. Vous avez des naines blanches qui sont seules, qui ne sont pas binaires, et celles qui sont binaires, qui ont plus de champ magnétique. Ce champ magnétique est mesuré par l'effet Zeeman. Comme le champ magnétique est assez fort, il va juste entre 7 et 230 millions de Gauss, donc c'est facile à mesurer, sauf les plus faibles, ça c'est plus difficile. Et puis il y a ce qu'on appelle les polaires, en fait ce sont des binaires qui ont un champ magnétique donc plus grand. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, on a des polaires intermédiaires avec un certain temps de rotation différent. Et l'origine du champ magnétique est encore pas complètement garantie. En fait, on a deux hypothèses. On a une hypothèse de champ fossile, c'est-à-dire qu'il y a un certain champ magnétique, par exemple au niveau du Soleil, on a mesuré son champ magnétique, il n'est pas négligeable, quelques Gauss, mais lorsque le noyau se concentre, il est normal de penser que le champ magnétique va devenir de plus en plus grand. Donc ça pourrait être un champ fossile, le reste le champ qu'il y avait avant que l'étoile s'effondre. Mais aussi, la deuxième origine pourrait être due au fait que le champ magnétique a été accrété par l'effet dynamo lorsqu'il y a eu accrétion dans la binaire. On a vu que le plasma pouvait être accrété de façon tangentielle. Il va y avoir un effet dynamo dans cette binaire, et donc on pense que le champ magnétique va être d'autant plus boosté lors de l'accrétion dans la binaire. Donc, soit l'un, soit l'autre, on n'en est pas sûr, mais les deux pourraient être une source de champ magnétique. Alors, l'effet du compagnon, il est quand même assez variable. Évidemment, l'étoile principale perd de la masse et qui va tomber sur la naine blanche, mais lorsque le champ B de la naine est assez important pour rejoindre l'étoile, à ce moment-là, on va perdre le lien qu'il y a entre le plasma qui arrive du compagnon et qui va ensuite s'enrouler sur l'équateur. Donc on va peut-être perdre. Alors évidemment, tout va dépendre si le spin, la naine blanche qui tourne sur elle-même a un certain axe de spin ici, il est peut-être différent de l'orientation du champ B. Et ça, on l'a vu par exemple pour les pulsars, c'est classique, et aussi d'autres astres. Alors il y a ce qu'on appelle le propulseur magnétique. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert récemment, cet objet. Vous avez une vue d'artiste où la naine blanche accrète un peu de plasma de son compagnon, mais au début, il y a un point chaud qui est dû à ce plasma qui arrive. Le plasma arrive à 30 000 degrés, la naine blanche est à 25 000, donc vous avez un petit point chaud, et c'est comme ça qu'on peut mesurer, par exemple, la rotation de la naine blanche. Vous avez un point chaud qui tourne, et donc vous voyez une variation de flux qui est très faible, qui est de 0,2%, mais vous le voyez ici, ça a été mesuré, relativement petit. Donc on a pu montrer que la naine blanche tournait à 24 secondes, avec une période de 24 secondes sur elle-même, ce qui est la plus rapide qu'on ait déjà encore mesurée.
Bon, on sait que les pulsars qui sont encore plus concentrés, ils tournent à la seconde ou à la milliseconde, donc là, ça paraît tout à fait réaliste. Cette naine blanche ici est à une distance de 600 parsecs de nous, et elle a une masse de 0,7. Alors, on peut aussi voir que ça correspond à la masse limite que doit avoir cet objet pour ne pas être dispersé par la force centrifuge. Hein, si vous avez quelque chose qui a 0,6 masse solaire et qui tourne avec 24 secondes, vous avez une force centrifuge énorme. Donc on peut le calculer, hein, c'est en fonction de oméga, et justement avec 24 secondes, ça correspond à 0,7 masse solaire. Donc on est à la limite. Si elle tournait plus vite, elle commencerait à perdre de la masse, en quelque sorte. Donc cet exemple est assez intéressant parce qu'on a pu mesurer un spin d'étoiles naines blanches qui tourne vraiment très vite. Alors ce champ magnétique, on a dit qu'on ne savait pas exactement ce qui était dû au champ fossile, au champ l'effet dynamo de la binaire, la cristallisation peut-être, et certains ont eu l'idée de le mettre en fonction, sur le même diagramme, en fonction de l'énergie par unité de volume ici et le champ magnétique, pour certains objets comme la Terre qui a un champ magnétique assez faible, ou certaines planètes, certaines étoiles qui ne sont pas encore naines blanches, et puis les naines blanches. Vous voyez que ça semble être dans la suite logique entre les DA et les non-DA. Donc certains ont dit que peut-être le mécanisme était universel, donc une dynamo avec une convection, etc. Mais bon, tout ça est quand même assez incertain. Alors je vais maintenant terminer pour connaître l'utilité des nébuleuses planétaires pour la dynamique des galaxies. Alors je rappelle, hein, ces phases de nébuleuses planétaires, c'est celle-ci. Tout ce qui est en rouge, c'est cette phase-là où l'étoile, en étant sortie de la séquence principale, ayant eu un flash d'hélium, etc., étant passée par les géantes rouges, elle éjecte son enveloppe, que vous voyez ici. Ici, on a un cœur qui est assez nu, de naine blanche au centre, et puis progressivement, elle va tomber en température, elle va se refroidir, et elle va donc, lorsqu'elle a éjecté tout cela, vous voyez ce genre de plasma, d'enveloppe qui a été éjectée. Alors en général, il y a énormément de structures. Pourquoi? On va voir. Alors ici, je rappelle un petit peu le centre, le noyau que l'on a lorsqu'on sort en subgéante. Ici, un noyau d'hélium inerte, l'hydrogène qui brûle ici encore, et puis le cœur de carbone maintenant, puisqu'on a brûlé l'hélium, et puis la nébuleuse planétaire qui est ici. Alors, pourquoi on a plusieurs structures? Eh bien, on peut s'imaginer que, par exemple, à l'état de géante rouge, vous avez un vent stellaire, elle perd un petit peu de masse, mais de façon relativement lente. Ce n'est pas facile de détecter ce vent, mais c'est possible. Pour certaines étoiles assez proches, on l'a mesuré. Et puis, tout d'un coup, on est devenu une naine blanche ici, et on a des expulsions beaucoup plus rapides. À ce moment-là, on a un choc entre l'éjecta rapide qui rencontre le milieu qui a déjà été éjecté précédemment et qui va beaucoup moins rapidement. Donc ça, c'est une rencontre qui fait un choc. Et vous voyez qu'on peut expliquer, alors évidemment, c'est complètement anisotrope, ce n'est pas asymétrie sphérique, etc. Donc on voit tous ces phénomènes de nébuleuses qui peuvent prendre des tas de formes avec une variété, une diversité fantastique, mais une grande partie est due au fait que vous ayez très souvent des binaires, donc vous avez un disque d'accrétion, et puis, un petit peu comme un sablier, vous avez le flot bipolaire dans les deux sens. Alors ici, c'est ce qui arrive, on a un flot bipolaire d'un côté et de l'autre, et un disque au milieu. Parfois, on a une naine blanche seule au centre, donc à ce moment-là, c'est plutôt un petit peu comme le cas qu'on a vu ici, hein, qui représenterait cette nébuleuse Helix, qui est bien connue. Et puis, parfois, on a des choses tout à fait... alors là, certainement, il y a une binaire, et puis des choses très perturbées. Il y a eu plusieurs éjections et plusieurs éjections de matière. Alors, pourquoi est-ce si instable? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans une période où on brûle l'hélium en couches et que la température est tellement grande qu'on a des réactions nucléaires, on l'a vu dans les exposés précédents, qui pouvaient dépendre de la température à une puissance folle, T puissance 40. Donc ça veut dire qu'un petit chouïa de température, de variation de température, peut faire des événements énormes. Donc on voit
et ça c'est bien connu, par exemple les étoiles Mira, on voit ces variations de température, de rayon, de luminosité qui sont relativement bien expliquées. Alors ces nébuleuses planétaires, elles sont très excitées puisque la naine blanche est très chaude au centre, au début elle fait 100 000 degrés, c'est des étoiles qui rayonnent et qui vont exciter le gaz autour, et on va voir dans un spectre typique de nébuleuse planétaire, c'est celui-là. Donc on a les raies d'hydrogène, H-alpha, les raies d'azote N2, mais la principale c'est O3. Alors O3 c'est l'oxygène ionisé 2 fois, et pour l'ioxyner 2 fois il faut vraiment de l'énergie, c'est-à-dire que les deux seules sources qui peuvent exciter O3 autant que ça, ce sont les nébuleuses planétaires d'un côté, et puis les noyaux actifs de l'autre, c'est-à-dire lorsqu'on a un trou noir au centre et qu'on peut avoir des rayons X, des UV, etc., une température de rayonnement très forte, eh bien ce sont les deux endroits. Alors évidemment, dans les noyaux actifs, vous avez, dans les AGN, vous avez un continuum énorme qui est dû aux disaccrétions. Ici, vous n'en avez pas. Donc c'est vraiment typique pour les nébuleuses planétaires, pas de continuum et un O3 énorme, donc très excité, dû à la température très chaude de la naine blanche. Donc ça, ce spectre-là, en plus, il nous donne, comme il est assez étroit, il nous donne la vitesse, la cinématique. Donc c'est un outil énorme, donc je vais abrévier ce NP en nébuleuse planétaire, puisque ça c'est long, qui va nous donner une information pour les galaxies, en particulier, par exemple, les galaxies proches. Alors, vous avez Andromède, Messier 31, qui est bien connu et dont on a cartographié énormément de nébuleuses planétaires. Vous voyez, on les a colorées en vert lorsqu'elles sont dans le voisinage de 30 kPa du centre d'Andromède. On les a tracées en rose lorsqu'elles font partie des courants stellaires qui sont dus aux effets de marée, dus aux compagnons de M31. M31 a énormément de compagnons. On en a qui sont bleus ici, jaunes, etc. Donc on en a un grand nombre. Et chaque courant de marée a un âge différent. On peut le déterminer lorsqu'on a la population des nébuleuses planétaires. Alors par exemple, ici, on peut aussi, étoile par étoile, reconstruire la cartographie. Ici, ce que vous avez là, ce n'est pas une photographie d'M31, c'est une reconstruction par les points, chaque point étant une étoile que l'on a détectée sur le diagramme HR. Alors, ce diagramme HR nous permet de savoir quelles sont les étoiles avec une température luminosité donnée qui sont à la distance d'Andromède et non pas dans la Voie lactée. Puisque normalement, si vous faites une photo, vous avez la Voie lactée qui vous brouille un petit peu tout le schéma. Donc ici, ça nous permet d'avoir exactement ce qui est dans Andromède, dans M33 d'ailleurs, ici. Donc ça fait des degrés carrés, hein. Ça fait énorme. Donc on a pu ainsi, autour d'Andromède, qui est ici au centre, retrouver énormément de courants stellaires qui sont en vert. Ici, il y en a à peu près 13 courants stellaires, et même il y a 32 galaxies naines autour. Alors, vous voyez, au début, on lui donne un nom de Messier, Messier 33, Messier 32, etc., ou NGC, puis ensuite, on n'a plus d'imagination, et là, c'est le numéro 19, numéro 20, numéro 23, on en a 32 petits compagnons. À chaque petit compagnon, on a des effets de marée, on a des courants de marée autour, qui sont cartographiés avec ces nébuleuses planétaires. On a pu montrer d'ailleurs qu'il y avait un grand courant de marée qui rejoint M33, qui est pourtant assez loin, mais qui a interagi avec M32, et M33 a sa queue de marée autour de M33. Alors ces nébuleuses planétaires vont nous donner la vitesse et vont pouvoir aussi cartographier la matière noire dans les galaxies. Alors ici, on a pu identifier celles qui sont au centre de la galaxie, celles qui sont entre 10 et 20 kPa, 20 et 30, et puis tous ces courants qui sont dus à certaines interactions de galaxies. Pour l'âge, voici un petit peu comment on a pu déterminer l'âge. Ici, on a le nombre de nébuleuses planétaires en fonction de leur luminosité, magnitude de luminosité. Et vous voyez que dans certains courants qu'on va mettre en couleur, mettons le courant D ici, eh bien, on s'arrête à une certaine luminosité. Ici, c'est la luminosité croissante. Donc, ça veut dire que ce courant est assez vieux, et vous savez que les étoiles les plus brillantes sont toutes en fin de vie, et qu'on a des courants un peu plus jeunes. Donc, on a l'âge, et puis aussi on a, avec le O3 et tout le spectre, on a la métallicité. Donc, on peut faire un diagramme, métallicité et la magnitude de coupure ici,
pour avoir l'âge, et on s'est aperçu que la plupart des courants, les grands courants, ils étaient dus à une seule fusion majeure, enfin en tout cas c'est compatible avec une seule fusion, qui a eu lieu il y a 2 ou 3 milliards d'années, alors que ce courant D, lui, il est peu métallique et il a dû sans doute à une autre fusion de galaxies. Donc voici un petit peu l'usage de ces nébuleuses planétaires. Pour Centaurus E, on a aussi des nébuleuses planétaires et aussi des amas globulaires qui nous permettent d'avoir la matière noire qu'il y a dans cette galaxie. Vous voyez, c'est une galaxie elliptique, on peut l'appeler hamburger, tellement on a l'impression qu'il y a un beefsteak au milieu de tranches de pain. Mais on a l'impression que cette galaxie est un petit peu comme un citron, c'est-à-dire un sphéroïde dans les 2 axes égaux sont les plus petits. Ce n'est pas comme une mandarine, vous avez les 2 axes égaux sont les plus grands, donc elle est aplatie dans l'autre sens. Et il y a très peu de gaz dans ces galaxies elliptiques, donc on n'arrive pas à avoir la cinématique. Les étoiles ne tournent pas beaucoup, et on va se servir des nébuleuses planétaires. Alors ici, on a la courbe de rotation, les nébuleuses planétaires qui ont été détectées. On a aussi des amas globulaires qui ont été détectés, qui peuvent aussi nous donner de l'information. Et ça nous permet d'avoir la distribution de matière noire dans ces galaxies. Ici, on a par exemple, avec les nébuleuses planétaires, on a la vitesse, la carte de vitesse. Donc ici, c'est bleu shifté et red shifté, c'est-à-dire qui s'éloigne ou qui s'approche, avec la dispersion de vitesse. Donc c'est une galaxie où on a un noyau actif et un G, donc on a l'impression que le G est perpendiculaire au disque principal d'équateur. Et puis d'autres galaxies elliptiques, comme par exemple cette galaxie 4472. Alors à nouveau, c'est une galaxie qui est faite uniquement de vieilles étoiles. On sait que ce n'est pas la rotation qui aplatit ces galaxies elliptiques. Ces galaxies elliptiques sont aplaties par la dispersion de vitesse. Elles ne tournent pas beaucoup par rapport aux galaxies spirales. Et on n'a pas le gaz pour nous donner la façon dont elles tournent. Donc les nébuleuses planétaires sont vraiment un traceur de la masse totale de ces galaxies. Donc je terminerai ici. On a un petit peu appris beaucoup plus sur les naines blanches aujourd'hui. Donc on a plusieurs sortes, DA ou non DA, c'est-à-dire un spectre avec de l'hydrogène pur ou un spectre avec de l'hélium. On a une évolution qui est très contrastée. On en a beaucoup qui sont variables. On en a qui apportent les aimants lourds en surface, donc, et puis qui peuvent rallumer leur réaction nucléaire, donc qui renaissent un petit peu. On sait qu'au centre, il peut y avoir une cristallisation qui permet à cette naine blanche de durer encore plus d'1 milliard d'années par rapport à son destin de naine noire. Et puis, avant de devenir naine blanche, les étoiles qui éjectent leur enveloppe et qui deviennent naines blanches, on voit qu'elles ont des couleurs et des tailles, et surtout, elles excitent le gaz en oxygène O3, qui nous permet d'avoir un traceur extragalactique, car ce sont des objets qui sont très faciles à détecter, et on a ainsi la cinématique avec les raies. Donc c'est un témoin de fusion et d'interaction entre galaxies. Donc voilà, je vous remercie, je m'arrête ici.